Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux microcontrôleurs modernes. Si vous suivez régulièrement les vidéos de cette chaîne, vous savez à quel point j'aime utiliser des Raspberry Pi dans mes projets. Ils sont peu onéreux, suffisamment puissants, possèdent des ports d'extension GPIO sur lesquels on peut connecter plein de capteurs ou d'extensions. Ce sont maintenant de véritables ordinateurs. Oui mais voilà, lorsqu'il s'agit de créer des projets peu gourmands en énergie ou de petite taille, ils montrent vite leurs limites et c'est là qu'interviennent les microcontrôleurs. Un microcontrôleur est un circuit imprimé qui concentre un processeur central, des mémoires pour stocker les programmes ou les données, et des ports d'entrée-sortie lui permettant de communiquer avec son environnement ou l'utilisateur. Il fait tout cela moins rapidement qu'un ordinateur classique, mais il est aussi beaucoup moins énergivore et occupe un espace bien moindre. Ils sont utilisés à chaque fois qu'un traitement numérique est nécessaire. Dans le cas, par exemple, de lecture de données d'un capteur de température ou de pression, du pilotage d'un système numérique ou de la transmission d'informations vers un autre système. Même s'ils sont majoritairement présents dans le milieu industriel, nombre d'entre eux ont connu des déclinaisons grand public qui nous intéressent, nous, amateurs de do-it-yourself. Devant la vaste gamme de microcontrôleurs disponibles aujourd'hui, le choix se fera en prenant en compte les aspects suivants. Les entrées et sorties, nous verrons un peu plus tard que celles-ci peuvent être de type analogique ou numérique et disponibles en plus ou moins grande quantité. Les périphériques, il peut s'agir de convertisseurs analogiques, numériques, de bus SPI ou I2C. Les mémoires, comme nous l'avons vu, les microcontrôleurs embarquent deux types de mémoire, celle destinée à stocker les programmes, la mémoire ROM, et celle stockant les données, la mémoire RAM. Les prix, bien que la plupart ne soient pas très onéreux. La consommation énergétique, surtout si celle-ci est destinée à rester allumée 24 heures sur 24. Et enfin, les librairies, c'est-à-dire les extensions de programmes permettant de gérer tel ou tel périphérique, par exemple un capteur de température ou un moteur. Au-delà de ces caractéristiques techniques, l'autre gros avantage de ces microcontrôleurs, c'est la possibilité de les mettre en veille profonde pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, les rendant ainsi peu gourmands en énergie. Cela permet notamment une utilisation sur pile ou sur batterie pendant plusieurs mois. La gamme de microcontrôleurs est aujourd'hui très large puisqu'on dénombre plus d'une vingtaine de familles différentes. Les Atmel, PIC, Siemens, Hitachi, Freescale, STM32, etc., etc. Parmi ces familles, certaines ont vu leur utilisation se généraliser pour le grand public. La plus célèbre d'entre elles est certainement l'Arduino. Celle-ci est architecturée autour d'un Atmel AVR, décliné sous l'appellation ATmega 328 ou ATmega 32U4 pour les plus célèbres, et possède de nombreux ports d'entrée-sortie analogiques ou numériques. Si on ajoute à cette machine déjà très bien équipée un environnement de développement performant, simple à utiliser et très fourni en librairie annexe, il n'en fallait pas plus pour que les bidouilleurs en herbe n'en fassent leur microcontrôleur de prédilection. Aujourd'hui encore, cette carte est encore très utilisée et a, depuis, été déclinée en une multitude de versions. On peut citer pêle-mêle l'Arduino 10 Emilia, le Due, le Mega, le Nano, le Micro, le Leonardo, sans oublier le plus commun, le Uno. Et encore, c'est sans compter sur les innombrables clones de ces machines. Toutes ces cartes Arduino s'échangent contre une vingtaine d'euros au moment où j'écris cette vidéo. À titre d'exemple, j'ai développé il y a quelques années une alarme pour ma maison à base d'Arduino Uno. Celle-ci était composée de capteurs, d'ouvertures de portes et de fenêtres comme ceci. Ces capteurs communiquaient par une liaison sans fil en 433 MHz vers l'Arduino qui était muni d'un récepteur. Celui-ci permettait aussi de gérer les télécommandes d'activation ou désactivation de l'alarme. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, c'est exactement le principe que j'utilise dans le projet Pi-Quiz développé en mai 2000. Plus récemment, en 2014, un fabricant chinois du nom de Esprif a sorti un nouveau microcontrôleur du nom de ESP8266. Sa déclinaison ESP01 est particulièrement intéressante car elle embarque nativement le support du réseau Wi-Fi. Face à un Arduino dépourvu de telle liaison, l'ESP8266 a immédiatement séduit les amateurs de miniaturisation. Compatible lui aussi avec l'excellent IDE Arduino, sa programmation nécessite toutefois un programmateur adaptateur USB comme celui-ci. Sa petite taille le rend aussi beaucoup plus à l'aise dans des projets de miniaturisation. Elle permet aussi une consommation d'énergie bien moindre. Cet ESP8266 a été récemment décliné en ESP32. Reprenant le même format minimaliste, il intègre toutefois le Bluetooth et est maintenant architecturé autour d'un processeur RISC-V 32 bits. Pour l'anecdote, la console de jeu Odroid Go est basée sur ce même contrôleur. L'ESP8266, ou ESP32, s'achète pour quelques euros en Chine, ce qui est dérisoire au vu de leurs prestations.
J'en ai acheté quelques-uns et je vous prépare à ce sujet un petit projet de station météo à paraître dans quelques semaines sur la chaîne. Il faudra être patient car les livraisons chinoises sont encore plus lentes en ce moment, Covid oblige. Au vu du nombre très impressionnant de projets disponibles sur Instructables, on voit bien que ces petits microcontrôleurs ont le vent en poupe auprès du grand public. Création de robots autonomes, interface avec des écrans LCD, radio internet, thermomètre, console de jeu, lecteur de badge, il y en a pour tous les goûts. Voilà, au travers de cette vidéo, mon unique but était de réaliser une introduction au microcontrôleur. J'ai volontairement passé sous silence la myriade de microcontrôleurs destinés à l'industrie ou trop exotiques. Je ne suis pas non plus tombé dans des explications techniques à n'en plus finir, je vous réserve cela pour le projet de station météo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.